Bonjour, je m'appelle Ugo Pancani et comme vous pouvez le voir, je me trouve sur la platine d'une montre de grande dimension. Mon rôle est de vous accompagner dans un voyage qui nous permettra d'assister de près, même très près, à l'assemblage des différents composants qui font partie d'un mouvement horloger. Il sera intéressant de voir comment les roues, pignons, leviers et ponts construits par des maîtres horlogers, qui, pris individuellement, sont des composants inertes, une fois magistralement assemblés, commencent à bouger de manière autonome et tout gentiment donnent vie à la montre. Ah, j'oubliais, je ne pourrai jamais assembler seul tous les composants de ce grand mouvement. C'est la raison pour laquelle je serai aidé par mon frère jumeau Arturo, que je salue. Ciao Arturo! Tu es prêt? Il est évident qu'Arturo est nettement plus grand que moi, ce qui nous permettra d'assembler le mouvement. La platine sur laquelle je me trouve est le composant essentiel du mécanisme. Elle est montée sur un porte-mouvement qui nous permettra de l'assembler. Sur cette platine seront positionnés les composants. Elle est façonnée d'un seul bloc en métal avec des creux pour accueillir les composants. Pour la réaliser, des centres d'usinage sophistiqués sont nécessaires, expression de la technologie mécanique la plus pointue. La partie inférieure, sous mes pieds, est le côté de la platine sur lequel sera positionné le cadran. Je me trouve actuellement dans l'espace creusé pour accueillir le barillet. Ce nom évoque un tonneau où l'on conserve le vin. Et comme le vin, qui donne de l'énergie, le barillet, grâce à l'élasticité d'un ressort positionné à l'intérieur, accumule lui aussi de l'énergie. Plus en bas, devant moi, ont été creusés sur différents plans les logements pour le rouage. Et dans la partie que vous voyez au premier plan, vers vous, juste au bord de la platine, le cœur de la montre, l'organe régulateur, le balancier. Maintenant, je me déplace pour mieux vous montrer les rubis. Voilà. Ici, nous pouvons voir un rubis avec un trou percé en son centre. Les rubis sont des pierres synthétiques utilisées dans le mouvement comme coussinets, afin de réduire les frottements. Ils sont percés au centre, là où viennent se loger les pivots en acier des différents engrenages. Le trou accueillera en effet les pivots des engrenages. Les différents composants positionnés sur la platine sont retenus par des ponts en métal logés sur ces plans que vous voyez devant moi. Sur leur côté inférieur, ils ont des petits pieds. Ils seront fixés avec des vis à la platine. Ici, vous pouvez voir le trou fileté pour la vis et ici à côté, le perçage pour le pied de positionnement qui aidera à bien placer le pont. Cette caractéristique permet un positionnement du pont parfaitement dans l'axe des trous des rubis et donne la possibilité, du fait qu'il est vissé, de le démonter et remonter facilement. Les ponts prennent habituellement le nom des composants qu'ils maintiennent. Exemple, le pont de rouage, car au-dessous se trouve le rouage. Dans ce cas, nous avons donc un pont avec les différents trous qu'il retient et qui prend donc le nom de ces roues. Ici, nous pouvons voir que de la platine sortent deux tenons. Voici le premier et l'autre est plus bas. Ces deux petits pieds servent à positionner le pont d'ancre. Et ces deux trous, 1 et 2, sont filetés pour recevoir les vis servant à fixer le pont. Ah, j'oubliais. Ces deux grands perçages, voyez 1 et 2, permettent à l'horloger de contrôler, depuis l'autre côté de la platine, le travail des levées de l'ancre avec la roue d'échappement. Mais pour mieux comprendre le rôle des différents composants, commençons à les assembler. Arturo, dès que tu es prêt, nous pouvons commencer. Moi, je commencerai par la roue d'échappement, si tu es d'accord. C'est bon? Nous pouvons y aller, Arturo? Arturo, maintenant je me déplace, un instant. Voilà. Voilà. Voilà la roue d'échappement qui arrive.
Attention Arturo à l'insertion du pivot dans le rubis. Il est très très fin. Oui, c'est bien ainsi. Lentement, lentement. Tu y es presque. Attention, voilà, il est en train de rentrer. Parfait, le voilà en place. Comme nous pouvons le voir, la roue d'échappement est entièrement en acier et les dents de la couronne, la partie externe de la roue, ont une forme particulière. Ils ont la forme d'une petite botte. Ces dents ont un rôle différent des dents d'une roue traditionnelle, mais nous découvrirons la raison plus tard. Passons au montage de la roue moyenne. Vas-y Arturo. Voilà la roue qui devra être positionnée dans le rubis à côté de celui situé au centre du mouvement avec son pignon côté supérieur. Voilà, bien, baisse, bravo, bien, parfait, il est entré. Vous voyez la roue avec son axe central, son pignon en acier et sa couronne en laiton. Traditionnellement en horlogerie, les roues ont toutes ces caractéristiques. Un pignon avec des dents appelées ailes, qui reçoivent la force motrice pour mieux la transmettre à la roue suivante via sa couronne dentée en laiton. La quantité supérieure de dents sur la couronne en laiton permet de transmettre et démultiplier l'énergie. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit en acier. Le pignon, en revanche, est toujours soumis à une pression nettement plus élevée. Arturo, poursuivons. Voilà le montage de la roue des secondes. Arrête-toi un instant. Voilà, bien, bien. Observez son axe inférieur très allongé. Cette longueur fait que l'axe ressort du côté opposé de la platine. Sur cet axe est placée l'aiguille de la petite seconde. Sur le cadran, quand nous avons une indication de la petite seconde à l'aide d'un petit cadran auxiliaire, sachez que normalement, l'aiguille est fixée directement sur l'axe de la roue des secondes, comme dans notre cas. Attention, un instant. Attention. Bravo, bravo Arturo. Il est entré. Bravo, merci. Tout est entré, les roues sont en place. Maintenant, nous poursuivons avec le montage de la roue de centre. Le nom lui-même nous indique où la placer, au centre de la platine. Au centre de la platine? Attention, excusez-moi, j'avais oublié. Cette roue vous voyez des dimensions supérieures aux autres, avec des pignons robustes et un axe bien plus long et plus épais, car c'est la roue qui engraine directement avec le barillet. Elle reçoit toute la force du ressort. Elle est toujours soumise à une forte pression. De plus, la longueur de cet axe permet la transmission de l'énergie vers la minuterie. Voilà, insère-le Arturo. Bravo, bien. Il est dedans. Maintenant, cet axe interagit avec le dispositif auxiliaire de mise à l'heure placé sous le cadran. Ceci est très important. Maintenant, la roue est à sa place. Bien, Arturo. C'est bien ainsi. Merci. Maintenant, nous poursuivons avec le montage du pont. Ici, nous devons faire bien attention, car une fois le pont positionné, avant de commencer à le fixer, nous devons être sûrs que tous les pivots des roues sont insérés dans les trous de leurs rubis respectifs. Car si nous abaissons le pont sans avoir la certitude que les pivots sont bien rentrés, nous provoquerions la rupture des différents pivots, un massacre de pivots. Je t'en prie, Arturo, tu peux procéder au montage du pont. Voilà, arrête-toi un instant. Regardez le pont. Il est possible de voir au-dessous les deux petits pieds d'ancrage et les rubis pour les pivots supérieurs du rouage. Ce sont les caractéristiques de ce pont. Et les rubis sont chassés fermement dans le pont. Voilà, maintenant, on peut poursuivre avec l'assemblage du pont sur la platine. Hormis la position des petits pieds dans les trous de la platine, il est important d'introduire délicatement les différents pivots des roues dans leurs rubis respectifs. Il s'agit d'une procédure difficile, une opération qui doit être exécutée avec une concentration extrême. Avant de baisser complètement le pont, nous devons être absolument sûrs que tous les pivots sont bien entrés dans leur logement.
Regardez avec quelle délicatesse Arturo essaye de déplacer les roues jusqu'à ce que tous les pivots soient en place. Voilà, il semble qu'il ait réussi. Vous voyez, en tournant la roue de centre, il a réussi à faire tourner l'autre roue. Cela veut dire que tout est bien en place. Maintenant, on peut bloquer le pont avec les vis. Arrêtons-nous sur une des vis servant à bloquer le pont. Elle dispose d'une tête assez haute et épaisse, avec une partie filetée un peu plus fine mais bien solide. Cette construction permet un serrage bien ferme, un meilleur maintien et une résistance à la casse. Une nécessité vu que la platine et les ponts sont constamment soumis à des vibrations et à des chocs lors du porté de la montre. Les vis doivent résister à ces sollicitations sans se casser, car une vis qui casserait resterait bloquée à l'intérieur du mouvement et provoquerait l'arrêt du mécanisme. Voilà, on commence à les serrer. Vous voyez le tournevis avec sa lame bien proportionnée? Il s'agit d'un travail à effectuer délicatement, car si le tournevis glissait, il pourrait abîmer la tête même de la vis, mais aussi le pont ou d'autres composants. Nous pouvons remarquer que le pont a été squeletté, offrant une meilleure vision du fonctionnement du mouvement. Il est important de souligner que le squelettage est un des métiers d'art faisant partie du patrimoine de la haute horlogerie. Il est réalisé manuellement par des maîtres artisans. Je me trouve sur la platine, à côté de l'emplacement où sera positionné le barillet, une position idéale pour le montage. La roue de centre dépasse l'emplacement dévolu au barillet. Pour insérer le barillet dans son assise, il sera nécessaire de l'incliner et de le glisser sous cette roue. Je t'en prie, tu peux procéder, Arturo. Voilà, il est en train d'insérer le barillet sous la roue et ses dents entrent en contact avec le pignon de la roue de centre. Voilà donc l'élément qui entrera dans le rocher, la partie centrale de l'arbre. Sur sa partie supérieure, l'arbre a un profil carré pour garantir une bonne traction, servant à tenir le barillet. L'arbre a également un crochet qui lui permet d'entraîner le ressort de remontoir en l'entourant sur son propre axe lors du remontage. L'ajourage du couvercle du barillet nous permet de voir à travers ces fenêtres le ressort de remontoir. Construit en acier spécial, il est particulièrement adapté à son rôle principal, celui de garantir le plus longtemps possible une source d'énergie stable. Maintenant, pour favoriser la mise en place du pont, je change de position. Voilà, j'y suis. Voilà, maintenant on peut continuer. Attention au pivot de la roue de centre. Il est en train de rentrer dans son logement. Maintenant, on peut insérer les vis. Ces vis, comme vous pouvez voir, sont les mêmes que celles du pont de rouage. Les sollicitations sont les mêmes. Vous voyez, Arturo essaye de les positionner dans leurs différents logements respectifs. Attention, bien, bravo Arturo. À ce stade, il se sert du tournevis déjà utilisé pour les vis du pont de rouage. Dans ce cas également, la lame du tournevis est parfaitement adaptée à la tête de vis. Rappelons-le, car il s'agit d'une règle fondamentale pour ne pas provoquer de dommages. À ce point, tout a été bloqué et le pont de barillet est dans son logement. Maintenant, je me déplace sur la surface opposée de la platine pour procéder au montage des composants placés côté cadran. Suivez-moi. Ah, j'oubliais, Arturo, tu devrais dévisser de 2 tours la vis de tirette. Comme ça, il sera possible d'insérer la tige de remontoir. On se revoit de l'autre côté. Où est-ce que je me trouve? Je me trouve actuellement sur la platine côté cadran. Nous remarquons tout de suite que le plan est plus régulier et que seulement quelques parties ont été creusées. Voici l'axe de la roue des secondes.
Sur cet axe qui dépasse le cadran, l'aiguille de la petite seconde sera fixée par pression. Ici, vous voyez, nous avons l'axe de la roue de centre. Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un axe solide sur lequel sera placé un pignon appelé la chaussée. Arturo, maintenant nous pouvons insérer la chaussée. Ah, la voilà. Il s'agit d'un tube en acier avec un pignon à sa base. Dans la partie centrale, nous remarquons un pincement qui engendre un petit bourrelet à l'intérieur du cylindre, permettant de créer une forme de pression sur l'axe. Une fois la chaussée en place, elle aura un double rôle. Le premier est d'entraîner le rouage de la minuterie de ce côté du mouvement. Le second est de pouvoir déplacer les aiguilles pour la mise à l'heure grâce à une certaine friction sur son axe de rotation. Maintenant, nous pouvons chasser le pignon sur l'axe. Mais attention, sur le côté opposé, il nous faut placer un tasseau sur lequel l'axe puisse reposer afin d'éviter de déchasser le rubis lors de la forte pression que nous allons exercer. Voilà, attention. On doit faire très attention. Ce n'est pas très correct, Arturo, didactiquement parlant, mais nous allons utiliser ce système, celui de poser le dos des Bruxelles sur la chaussée et de presser. Je peux t'aider à presser? Voilà, c'est entré. Voilà, c'est entré. Maintenant, nous allons insérer les différents composants qui vont trouver place dans cette zone appelée minuterie. Ces composants font partie du dispositif de remontage et de mise à l'heure. Commençons avec l'insertion du pignon coulant et du pignon de remontoir. Ce sont des composants en acier. Ils ont tous deux une couronne de dents frontales en forme de scie qui, en tournant dans un sens, s'accroche, tandis que dans l'autre sens, elle glisse librement. Quand vous remontez la montre à l'aide de la couronne externe de remontage, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous remarquez une certaine résistance car vous êtes en train de remonter le ressort de barillet. En tournant la couronne en sens inverse, elle tourne plus librement vu que le ressort se remonte dans une seule direction. Dans l'autre, les dents en forme de scie débrayent pour éviter les ruptures. Maintenant, nous insérons la tige de remontoir. Vous voyez, la tige est construite par secteur. La partie carrée sur laquelle on place le pignon coulant sert à l'entraîner lors de sa rotation. Maintenant, nous assemblons la bascule. Arturo, montre-moi cette bascule et comment elle déplace le pignon coulant. Quand la bascule se déplace vers l'extérieur, on voit que le pignon coulant est en position de remontage. Quand le pignon coulant est vers l'intérieur, il est en position de mise à l'heure. Nous verrons la raison de tout cela une fois que tout sera assemblé. Maintenant, nous allons poser le renvoi et le renvoi intermédiaire, tout comme la roue de minuterie. Je me déplace un instant pour permettre la pose de cette roue. Tous ces composants font partie du mécanisme de mise à l'heure. Maintenant, nous allons insérer le ressort de bascule. Cette opération, si elle n'est pas exécutée selon les règles établies, peut être problématique en faisant éventuellement sauter le ressort hors du mécanisme. Il n'est pas rare de voir des horlogers dans leurs ateliers en train de balayer le sol dans l'espoir de retrouver un ressort qui a pris la poudre d'escampette. Pour cela, Arturo, vous avez vu, a utilisé un outil auxiliaire qui lui a permis de bien maintenir le ressort. Maintenant, nous allons poser le ressort de tirette, qui est en même temps une plaque permettant de couvrir différents composants. Il est en acier, muni de trous, permettant un parfait positionnement sur les tenons de la platine. Une vis le fixera définitivement. Il s'agit d'une vis particulière, de dimension réduite, avec une petite tête, qui réussit néanmoins à maintenir le tout bien à plat.
Le constructeur doit concevoir cette vis particulière pour cette zone. Elle ne doit pas être trop longue pour ne pas dépasser de la platine. Voilà. Vous voyez, toute la minuterie est maintenant assemblée. Bien, Arturo. Voilà. Maintenant, je retourne de l'autre côté de la platine pour poursuivre le montage. On se revoit bientôt de l'autre côté du mouvement. Arturo, attends que je m'en aille. Arturo, maintenant nous devons visser la vis de tirette et rebloquer ainsi la tige de remontoir. Parfait, bravo. Poursuivons maintenant notre assemblage en plaçant le ressort de cliquet. Le ressort de cliquet est un fil en acier de section circulaire. Les deux extrémités, pliées, forment deux petits crochets. L'un est inséré dans le trou du pont et l'autre dans l'encoche du cliquet. Ce ressort a pour rôle de rendre le cliquet élastique dans ses déplacements quand il est poussé latéralement par le rochet lors du remontage. Il le force ainsi à tourner dans un seul sens. Nous aurons en tout cas le temps de le voir en action un peu plus tard. Regardez la petite colonne qui dépasse du pont. Elle est trouée et filetée à l'intérieur. C'est l'assise du cliquet. La tête de vis qui entrera dans ce trou maintiendra le cliquet en place. La hauteur de cette petite colonne est un peu plus importante que celle du cliquet, ce qui lui permet donc de bouger librement. Maintenant, on peut monter le cliquet et sa vis. Avant cela, il est toutefois important d'identifier la bonne position du cliquet. C'est bien cela. Dans la partie postérieure, on observe le crochet du ressort correctement à sa place. Maintenant, on peut insérer la vis. Dans ce cas également, la vis a une forme spécifique avec une partie filetée courte afin de ne pas endommager les composants sous le pont et avec une tête plutôt large permettant de maintenir le cliquet à plat. Il me semble important de rappeler que, dans le monde horloger, aucun composant n'est réalisé sans une étude minutieuse de son rôle. Même une petite vis comme celle-ci est étudiée pour accomplir au mieux sa mission. Je me suis déplacé dans cette position afin d'attirer votre attention sur quelques détails importants. Arrêtons-nous un instant sur cet endroit du pont de Barillet, car nous voyons sortir quelques dents à la verticale. Ces dents servent au pignon de remontoir. Quand nous remontons la montre, la tige de remontoir fait tourner le pignon coulant, qui engraine avec le pignon de remontoir, lui-même positionné à la verticale, qui transmet le mouvement à la roue de couronne se trouvant dans cette zone. Cette fenêtre permet le passage des dents et l'engrenage avec la roue. La colonne que vous voyez est l'assise de la roue de couronne. Cette colonne ici. Maintenant, nous allons monter la bague en acier, servant de revêtement à la colonne de la platine. Elle est nécessaire à cause de la forte pression exercée par la roue de couronne en phase de remontage, d'où la nécessité de la protéger. Maintenant, nous montons la roue de couronne avec sa vis. Mais avant de la visser, il est nécessaire de s'arrêter un instant sur la façon de la tourner. Cela pourrait paraître banal, mais vous en verrez toute l'importance. En effet, nous risquons à chaque remontage du mouvement de desserrer la vis, compromettant ainsi le bon fonctionnement de la montre. Voilà pourquoi il est important de construire une vis avec un filetage en sens contraire. Si la roue de couronne effectue une pression sur la tête de vis lors du remontage, en tournant dans le sens anti-horaire, la vis ne peut que mieux se serrer sans jamais se dévisser. Maintenant, vous voyez qu'ici, nous pouvons tourner la couronne dans le sens du remontage et, comme on peut voir, la roue de couronne tourne dans le sens anti-horaire. Avec une vis traditionnelle, qui se dévisse précisément dans le sens anti-horaire, après quelques essais de remontage, on provoquerait son dévissement et la montre ne fonctionnerait plus.
Voilà, maintenant nous pouvons voir le rochet qui entre dans son logement sur l'arbre de barillet. Voilà, regardez, maintenant il est positionné sur son bon emplacement. Pour une meilleure tenue entre l'arbre de barillet et le rocher, et pour une meilleure traction lors du remontage du ressort, la partie supérieure de l'arbre est carrée. La difficulté lors du montage consiste à engrainer les dents du rocher avec celles de la roue de couronne, mais également avec le cliquet, tout en faisant attention à ce que le trou carré coïncide correctement avec le carré de l'arbre de barillet. Maintenant, nous plaçons la vis. La vis du rocher a un filetage solide et une grande tête pour garantir une bonne tenue à plat, même quand la tension est élevée lors du remontage. Maintenant, si nous tournons la tige de remontoir, quand nous aurons fini de visser cette vis, vous voyez, les roues du rouage commencent à tourner librement. Cela nous laisse supposer que jusqu'ici, tout a été monté correctement. Voilà, Arturo. Les prochains composants que nous allons assembler constituent le cœur du mouvement. Et nous allons devoir être très attentifs car ils sont particulièrement délicats. Commençons avec le montage de l'ancre. Voilà, bien. L'ancre est un composant ayant justement une forme d'encre de bateau qui transforme un mouvement rotatif et continu en un mouvement alternatif de va-et-vient. L'ancre, avec ses déplacements latéraux de droite et de gauche, donne ainsi les impulsions au balancier. Arturo, insère l'ancre. Voilà, parfait. Voilà, attention, lentement, délicatement, bien. Elle est dans le logement. C'est déjà en place, Arturo. Maintenant, posons le pont. Les deux tenons dans la platine permettent un bon positionnement du pont. Attention au tenons, Arturo. Hein? Doucement, doucement. Attention au tenons, Arturo. Doucement. Voilà, c'est entré. Maintenant, nous pouvons poser les deux vis. Dans cette configuration, les deux vis ont une tête plutôt basse et un diamètre assez réduit, mais avec un solide filetage. C'est pourquoi il faut également utiliser un tournevis adéquat. Arturo va maintenant essayer de... Attention, Arturo! Et voilà! Alors, là, Arturo essaye de serrer les deux vis, tout en s'aidant d'une cheville en matériaux synthétiques pour retenir le pont dans son emplacement. Maintenant, nous allons remonter légèrement le mouvement. Arturo, avec un pic-huile, simule les mouvements que l'organe de régulation exerce sur l'encre. Ceci par le biais du petit dard de l'organe de régulation qui agit sur la fourche de l'encre. Dès que l'encre est touchée, vous voyez, elle se déplace latéralement, ce qui laisse espérer un bon fonctionnement du mouvement. Mais pour en avoir la certitude, nous devons attendre le montage du composant le plus complexe et le plus important du mouvement, le balancier. L'organe de régulation, le cœur de la montre. Voilà, maintenant nous allons monter le balancier. Arrêtons-nous un instant pour analyser ses caractéristiques. Nous voyons le côté inférieur du balancier où nous discernons clairement le plateau, l'ellipse et, au centre, le minuscule pivot, la couronne du balancier, avec ses vis et son spiral plat. Il sera maintenant inséré dans la platine. Oh, attention, je dois me déplacer. Ah, Arturo, attention avant de descendre avec le pont car je risque ma peau. Voilà, maintenant le montage. Vous voyez, il nous faut bien placer le cercle du balancier dans son logement. Voilà. À ce stade, avec délicatesse, Arturo essaye de l'insérer et de placer le pont avec ses petits pieds dans la platine. Voilà, c'est presque entré. Bien. À ce niveau, un petit déplacement et c'est parti. Bien. Bien, Arturo, tous mes compliments. Bravo, Arturo. Maintenant, nous pouvons poser la vis qui sert à bloquer le pont sur la platine. Dans ce cas aussi, le tournevis avec sa lame parfaitement adaptée bloquera le tout. Et le dernier pont de notre mouvement est assemblé. Compliment, Arturo. J'essaye de m'approcher le plus possible du bord du pont pour mieux observer les oscillations du balancier et du spiral. Je dois faire attention car les espaces sont réduits et je n'aimerais pas tomber sur le balancier.
C'est merveilleux, voir ces composants de si près. Auparavant, nous avons vu l'encre qui, dès qu'on la touchait, bondissait d'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, imaginons le balancier qui, dans sa position de repos, est tenu par le ressort spiral en position neutre, au centre. En conséquence, le petit dard placé sous le balancier est dans la fourche de l'encre et positionne ainsi le balancier au centre. L'encre dans cette position est alors soumise à la force du rouage et pousse le dard latéralement. En conséquence, le balancier commence à bouger lentement. Quand le balancier reçoit la poussée de l'encre et commence son oscillation, le spiral se déforme en accumulant de l'énergie. Il se tend ou détend, mais dans tous les cas, il emmagasine de l'énergie. Dès que la poussée initiale de l'encre est terminée, le spiral, grâce à l'énergie accumulée, ramène le balancier dans sa position première, tout en rencontrant la fourche de l'encre qui poussera le balancier du côté opposé. Et ceci pour une nouvelle alternance. Depuis cette position, nous pouvons observer ce petit ressort se trouvant sur un chaton qui accueille le rubis et le contre-pivot du balancier. Ce dispositif s'appelle un dispositif anti-choc. En effet, le rubis n'est pas fixé sur le pont. Il est tenu par pression avec son contre-pivot que l'on voit, contre-pivot sur lequel s'appuie le pivot du balancier. Voyez, il n'y a pas de trou dans ce rubis. Le ressort tient sous pression le chaton avec les deux pierres. Sous le chaton, on voit le petit pivot du balancier, la partie la plus délicate qui, en cas de choc ou de chute de la montre, se casserait facilement. Par le passé, c'était la partie de la montre qui subissait le plus souvent des dégâts. Maintenant, on remet en place la pierre avec sa contre-pierre et on referme le petit ressort. Il n'est pas facile, comme vous pouvez le voir, de remettre le ressort dans son encoche. Il peut jaillir de façon incontrôlée, comme dans ce cas. Ceci pour nous faire comprendre que le chaton, avec ses rubis, est fixé de façon flexible, ce qui amortit la pression sur les pivots en cas de choc sur le balancier. Devant moi, on voit un levier en acier connecté avec ce bras qui déborde du pont. Sous ce bras est placée une espèce de fourche qui s'insère avec deux goupilles sur la dernière spire du spiral, permettant de limiter son déplacement latéral. Ces composants forment le registre. En modifiant le levier devant moi, je déplace automatiquement la partie opposée et les deux goupilles. Ainsi, nous agissons sur la partie active du spiral, correspondant à un rallongement ou raccourcissement du spiral. Della spirale è come se in qualche modo si allungasse o si accorciasse la spirale. Spostandosi verso sinistra, si aumenta. En le déplaçant vers la gauche, on l'augmente, en faisant retarder le balancier. En le déplaçant vers la droite, on réduit la partie active et le balancier va avancer. Les dimensions du balancier et l'élasticité du spiral établissent combien d'alternances par heure il doit effectuer. Les alternances communément utilisées en horlogerie sont de 18 000, 21 600 ou 28 800. Je me rappelle maintenant que je dois retourner de l'autre côté car nous devons compléter le montage et voir le fonctionnement de la mise à l'heure. Arturo, Arturo, qu'est-ce que tu fais? Arturo n'essaye plus une prochaine fois. Maintenant, nous pouvons insérer la roue des heures. C'est une roue particulière formée d'un tube et d'une couronne à dents. Vous voyez, elle s'enfile sur le pignon. Voilà. Parfait, bravo. Sur cette roue sera fixée l'aiguille des heures et sur le pignon à friction, l'aiguille des minutes. Je suis dans une position privilégiée pour observer le rôle des composants dans la phase de remontage et de mise à l'heure. Voyez, ici nous avons tous les composants concernant le remontage et la mise à l'heure.
Quand la couronne est dans cette position, le pignon coulissant est en contact avec le pignon de remontoir. En tournant la tige de remontoir, on active ainsi le remontoir. Quand la tige est tirée, la tige de remontoir et la tirette en contact avec la bascule déplacent le pignon coulant. Regardez, quand le pignon coulissant, déplacé dans cette position, est en contact avec le renvoi, en tournant la tige, on agit sur la mise à l'heure. Via le pignon de renvoi et la roue de minuterie, on tourne le pignon central et la roue des heures. Maintenant, on peut dire que le mouvement est complètement assemblé et fonctionnel. Il manque seulement le cadran et les aiguilles. Maintenant, on assemble le cadran. Mais vu que je me trouve sur le côté de la platine où sera logé le cadran, et comme je me fie plus à Arturo, je dois absolument m'enlever de là. Voilà, on peut placer le cadran. Je t'en prie, Arturo. Parfait. Maintenant, le cadran avec ses petits pieds est sur la platine. Voilà. Enfin, nous avons posé le cadran. On pose l'aiguille des secondes et ensuite les aiguilles des heures et des minutes. Vous voyez, nous utilisons une tige en bois percée qui nous permet de presser d'abord l'aiguille des heures et ensuite celle des minutes. Et voilà qu'arrive aussi celle des minutes pour ainsi compléter le montage de notre mouvement avec cadran et aiguille, l'aiguille des minutes. Arturo, l'aiguille. La voilà. Elle arrive. Parfait. Une petite pression. Elle est en place. Alors, nous avons fini notre montage. Mon souhait, c'est que cette expérience serve à éveiller en vous une passion et la volonté de vouloir connaître en profondeur le monde de la haute horlogerie. À vous de le découvrir.